Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions alimentaires et gastronomiques. Collection dirigée par Kilian Stengel, ancien professionnel des secteurs alimentation et gastronomie, enseignant et chercheur de l'Université de Tours spécialisé sur le fait culinaire et œnologie. Cette collection d'ouvrages culturels, économiques, historiques, sociologiques, anthropologiques ou techniques contribue au progrès de la recherche et de la réflexion sur les cultures alimentaires et gastronomiques. Ouverte sur le monde, elle permet de mieux comprendre les rapports entre l'homme et son alimentation. Ici, il n'est pas seulement question de cuisine, on se positionne à la frontière de ce qui rapproche ou sépare l'alimentation de la gastronomie, les représentations du bon et du bien manger, le patrimoine et l'authenticité, le terroir et les identités alimentaires. Autant d'imaginaires qui hantent nos assiettes comme nos verres. Dernière parution. Virginie Masdoua, À manger et à croire, 2021. Aline Boucher, Le repas dans la publicité. Une mutation sociale et marketing, 2021. Marilia Fernandez Cazorlameyr, Migration et culture culinaire chez les femmes péruviennes en Suisse. Une identité qui mijote pour se reconstruire, 2021. Emmanuel Stipe, Le vin et la psychiatrie, 2021. Kilian Stengel, Dire, Identités alimentaires et héritage gastronomique, 2021. Théodore Georgopoulos, Aloïs Kainynda, Emmanuel Leclerc, Aurélie Melin, Aurélie Ringevaldeluz2, Ariel Sevilla, Yves Tesson, Benoît Verdier, Collectif Univigne, Dire, La vigne et le vin. Transformation des filières et des acteurs, 2020. Diana Cardenas, La nutrition en médecine. Approche épistémologique, problèmes éthiques et cas cliniques, 2020. Mark Peters, Histoire culinaire. Éloge de la gastronomie, 2020. Kilian Stengel, Dire, Terminologie gastronomique et œnologie. Aspects patrimoniaux et culturels, 2020. Kilian Stengel et CMDEBBABI Missaoui en Dire, La cuisine du Maghreb n'est-elle qu'une simple histoire de couscous, 2020. Préface de Dominique Hutin. La grande évasion. Des vignobles, buvards à pan d'histoire, on connaît les limites. Un balisage cadastral comme des frontières qu'à vol d'oiseau l'on sait identifier. Mais la terminaison nerveuse du vignoble, le verre de vin, sonne comme une lecture intime propre à chaque individu, un imaginaire qui navigue au large des cahiers des charges. Un voyage. De ceux qui font clamer framboise à la verticale d'un bourgueil, imprime le cortex des premières gouttes de sauterne, convertit les visages d'amis avec qui l'on a partagé le pop, d'un grand blanc de blanc en autant d'hologrammes prompts à ressurgir des souvenirs enfouis. Bref, des univers sensibles qui en appellent à l'hémisphère droit pendant que le gauche veille à ne pas verser à côté. Après avoir rédigé l'épitaphe du rouquin alimentaire, son aîné, le vin culture fort de blanc, rouge, rosé, et avec eux les jaunes, gris, verts, noirs, oranges, a colonisé toutes les strates de la société, enrichi un champ lexical convenu pour faire du langage du vin une langue vivante, installer la créativité, macération, cuves ovoïdes, immersion de bouteilles, en une formidable accélération pour ce qui d'ordinaire s'écrivait en temps agricole, lent et posé. L'époque en a aussi profité pour étoffer l'arbre généalogique. Aux historiques Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, sénateur Capu, Général Pinard, Marcelin Albert ou Jacques Puiset se sont agrégés des néos d'ici ou d'ailleurs et tout ce que le vin charrie de nouveaux métiers. Versant plan de table, la vinosphère française, tempérament latin en bandoulière, s'est atomisée en une myriade de chapelles et de sensibilités pour constituer un tissu humain d'une riche diversité, rempart à la consanguinité des esprits. Reste que le vin du XXIe nourrit un paradoxe. Après l'expérience d'un confort nouveau sous le règne de la chimie de synthèse, l'ère moderne érige le minimalisme en valeur cardinale avec sur le porte-bagages, le cheval, l'amphore ou l'arboriculture. Soit un rapport au temps qui fait du neuf avec de l'ancien. Peupler l'espace immatériel, voilà le talent du vin. Quand l'ethnomusicologue Madeleine Leclerc souffle, la musique donne à voir, le vin donne à rêver. Oui, un verre de vin c'est plus que du vin dans un verre. Avant-propos. Cet ouvrage se veut le recueil et acte de plusieurs textes et articles issus de l'intervention de nombreux auteurs ayant présenté leurs travaux lors de la 2e édition du colloque Les Territoires du vin,
organisé à Angers du 4 au 6 février 2016. Cet ouvrage est donc l'occasion de croiser plusieurs disciplines et plusieurs champs de recherche autour de l'objet du vin. De nombreuses recherches ont été produites sur le thème du vin représenté comme objet central d'étude, permettant d'analyser des situations de création, de développement ou de différenciation. On le retrouve comme pièce centrale dans la culture et les traditions françaises et méditerranéennes, célébrées depuis que l'homme écrit. Notre thématique des cultures du vin nous amènera à nous interroger sur les espaces où le vin se savoure et se crée. Comprendre où et comment il est un enjeu économique et culturel, saisir sa place dans l'espace social, analyser le traitement que lui réservent les artistes ou mesurer les enjeux techniques et les innovations dans un secteur à fort ancrage traditionnel. De la terre au verre, quelle matérialité emprunte le vin et quels espaces tangibles ou imaginaires sont les témoins de ce breuvage. Le colloque sera l'occasion de voir comment s'élabore, s'organise, voire se chevauchent ces territoires tant gustatifs que culturels ou économiques, et qui se constituent à partir de problématiques, au sens large du terme, autour du monde de la vigne et du vin. Les problématiques ou sujets présentés dans cet ouvrage vont intégrer à la fois des enjeux territoriaux, managériaux, littéraires, sociaux, historiques, géographiques, artistiques, psychologiques, philosophiques, agronomiques, patrimoniaux ou économiques. Les textes présentés sont ainsi attachés à une variété de sciences. C'est l'enjeu de ce colloque pluridisciplinaire et de dimension internationale qui doit favoriser le croisement de regards sur l'objet du vin. De cette complémentarité naîtra, nous l'espérons, une richesse d'analyse du sujet et l'opportunité de nouveaux champs de recherche pluridisciplinaires. Cet ouvrage est aussi le fruit du travail de partenaires de l'enseignement supérieur et de recherche angevin, à savoir l'École supérieure d'agriculture d'Angers, ESA, Unité de recherche GRAP et LARESS, l'Université d'Angers, UMR 6590 CNRSESO, et l'École supérieure des sciences commerciales d'Angers, ESCA. Vous en souhaitant une très bonne lecture. René Sirette, directeur général de l'École supérieure d'agriculture d'Angers, enseignant-chercheur, USC 1422 ESA 1 RAE, Unité de recherche GRAP. Partie 1, Vin et culture. Vin et culture. Ce fut pour moi un réel plaisir de découvrir et vous présenter ces textes aussi riches que divers. Le vin et la culture se marient parfaitement. Combien d'auteurs, d'écrivains, de poètes, d'artistes peintres ou de sculpteurs ont abordé dans leurs œuvres le vin, sa représentation, son imaginaire ou son ivresse. Les exemples sont nombreux, historiques souvent rentrés dans la mémoire de nos pays viticoles comme aujourd'hui faisant partie de notre patrimoine. Certaines personnes osent même annoncer que le vin est une culture à part entière, tout comme le vin est un patrimoine. Pour cela aucun doute, car la France l'a élevé à ce rang en 2017, mais l'UNESCO l'a également inscrit au patrimoine mondial dans le texte du repas gastronomique des Français, ce que nous rappelle Kilian Stengel dans son texte. Il aborde également un autre aspect du vin avec la transmission culturelle de la dégustation et de son vocabulaire, précis, scientifique mais parfois hédonique et fleuri. Dans ce chapitre, selon les articles, vous passerez de la littérature à la sociologie puis à l'ethnographie en découvrant des mots et des définitions qui nous révèlent que de tout temps le vin est l'ivresse de la vie et parfois du plaisir charnel, c'est le rapprochement de la terre et de l'âme. Mais le vin est aussi un don, celui du vigneron ou vigneronne pour apporter du plaisir aux œnophiles, aux consommateurs dans un moment de partage et de bien-être. Le vin a été de tout temps un vecteur de sociabilité et d'échange, comme le démontre Jean-Philippe Bello en s'appuyant sur ses recherches dans 6 pays différents et auprès de publics divers entre 2009 et 2015. Argentine, Uruguay, Brésil, Nouvelle-Angleterre, France et Inde. Cependant, sans être en opposition, Sofiane Boudiba explique que l'extension d'un vignoble, les vinifications et la consommation peuvent parfois être arrêtées ou au contraire développées par des religions. En prenant l'exemple de l'Afrique du Nord avec sa vigne sauvage qui servait à des usages médicaux au début de notre ère, son développement à l'époque antique au quasi-abandon à l'époque musulmane dès l'invasion arabe dans la première moitié du 8e siècle, et au renouveau au moment de la colonisation. Les bienfaits du vin pour le corps et l'esprit, avant l'ivresse, source d'inspiration de grands auteurs ou de débauche bacchanale avant le rôle régulateur que Platon assignait à l'ivresse dans ses lois, à l'opposé de ce monde et de ce mode de vie,
Christophe Bardin nous invite à comprendre avec un luxe de détails la géographie, le mode d'habitation et les caractéristiques humaines des territoires et la stratégie mise en œuvre par les utopistes modernes. Il nous transporte de monde en monde, et passe par celui de François Rabelais, ligérien de Chinon, où le géant Pantagruel prépare ses batailles en buvant des chopines toute la nuit, combat qu'il gagne bien évidemment grâce à l'ivresse, puis invite son adversaire, le débat achevé, à dîner et surtout à boire du vin. Gaël Prigent nous conte Huysmans Sonophile, un écrivain chez qui le vin s'impose par une présence discrète mais constante, sous différentes formes. La culture passe aussi par le cinéma. L'article d'Isabelle Van Petgem-Trehard propose de comprendre le film d'Alexander Payne, Sideways, comme un voyage jubilatoire et transgressif à travers la mythologie américaine de la conquête à la découverte du célèbre cépage le Pinot Noir. D'après elle, l'harmonie dans Sideways, comme pour un grand vin, repose sur un assemblage subtil et intime, ici de burlesque et de mélancolie, de dynamisme et de stase, de plaisir et de souffrance. Denis Giordano dans sa communication veut illustrer un cas de marketing émotionnel appliqué à la vente du vin, et en particulier italien, souvenir des vacances et de tout l'imaginaire qu'il génère. Le vin est donc bien source de plaisir et d'émotion, qui peut être converti en monnaie sonnante et trébuchante. Vous terminerez vos lectures en découvrant s'il existe des vins féminins, des vins typiquement de femmes grâce aux recherches de nos 3 collègues de l'ESCA, Jean-Claude Tadet, Elisabeth Poutier et Jean-Pierre Noblet, car l'arrivée des vigneronnes est une certitude, relevée par de nombreux journalistes. Ils ont choisi le village de Savenières qui conjugue pour eux à la fois un territoire, un terroir, une appellation, un village et une histoire. Par leur rencontre sur cette AOC très riche en vigneronnes de caractère, ils expliquent le rapport entre le genre et le vin. Jean-Michel Monnier, œnologue conseil, expert près la Cour d'appel d'Angers, maître de conférences associé à l'ESTUA Université d'Angers. La représentation du vin au Maghreb. Sofiane Boudiba, Université de Tunis. Introduction. L'histoire du vin au Maghreb est intimement liée aux différentes civilisations qui se sont succédées dans la région depuis l'Antiquité. C'est ainsi que la production, la consommation et même l'exportation du vin sont attestées depuis l'époque punique en Ifriqiya. Après une longue crise liée à l'invasion de l'Ifriqiya par les premiers musulmans en 670, le vignoble maghrébin connaîtra une renaissance avec la colonisation française au Maroc, en Algérie et en Tunisie au XIXe siècle. Je m'intéresserai ici à la représentation du vin dans les sociétés maghrébines. La réflexion se fera en 4 étapes. Je commencerai par rappeler brièvement l'histoire du vin au Maghreb, depuis l'Antiquité jusqu'à ce jour. J'examinerai ensuite la position de l'islam et de la charia, loi islamique, vis-à-vis du vin et de sa consommation, et qui a été à l'origine de la crise du vin au Maghreb depuis l'invasion de l'Ifriqiya par les conquérants musulmans au 7e siècle. Dans une 3e partie, je m'intéresserai à la représentation du vin dans la société maghrébine coloniale, en essayant de mettre à jour des différences entre les 3 pays. La dernière partie de l'article examine la perception du vin dans la société maghrébine moderne. Histoire du vin au Maghreb. Pour mieux comprendre la représentation du vin au Maghreb, il convient de rappeler brièvement l'histoire de la vigne et de la viniculture dans cette région. On considère que le vin a connu 3 grandes périodes au Maghreb. Une période florissante durant l'Antiquité punique, suivie d'un long millénaire de quasi-abandon de la viniculture correspondant à la période musulmane, puis une renaissance des vignobles depuis la colonisation. Un point à l'Antiquité. La vigne est une plante de très haute antiquité en Ifriqiya, partie du territoire nord-africain correspondant aujourd'hui à la Tunisie, à l'est du Constantinois et à la Tripolitaine. Dans ces régions, les géologues ont même retrouvé des traces de vignes dans les couches du Quaternaire. Par ailleurs, les auteurs de l'Antiquité gréco-romaine attestent de l'existence de la vigne sauvage en Afrique du Nord. Pline évoque dans son Histoire naturelle une vigne sauvage, Massari, qui poussait en Afrique et qui servait à des usages médicaux, Pline 77. Dans les écrits de Strabon, Ptolémée et Pomponius Mela, l'actuel cap Spartel au Maroc est considéré comme le promontoire de la vigne. Pausanias, voyageur grec du second siècle, signale même la présence de la vigne en Maurétanie. Les Lixites, habitants de l'Atlas, se nourrissaient du fruit de cette plante.
Si la vigne sauvage est signalée depuis l'Antiquité en Tunisie, on ignore en revanche si les tribus africaines en tiraient parti, en la cueillant par exemple, ou s'il a fallu attendre l'arrivée des Phéniciens qui étaient des cultivateurs depuis leurs ancêtres de Canaan. La production de vin daterait alors de 814 av. J.C. date de la fondation de Carthage. Le poète latin du 1er siècle, Juvénal, rappelle cette tradition dans l'une de ses satires, Juvénal 127. L'historien français Stéphane Xel écrit à ce propos: les Phéniciens durent importer des variétés d'origine orientale, greffer les sauvageons, pratiquer la caprification sur les figuiers, d'une manière générale, introduire tout ce qui constitue chez eux depuis des siècles l'art des vergers. Ils firent en Afrique comme dans leur patrie du vin et de l'huile, Xel 1927. Les historiens de l'Antiquité Gilbert et Colette Charles Picard écrivent ainsi: le principal mérite des colons carthaginois fut d'introduire en Afrique les cultures pratiquées dans les pays anciennement civilisés de la Méditerranée, de les adapter au climat et d'en perfectionner la technique au point d'être considérés à leur tour comme de véritables docteurs en agronomie. Mais l'effort principal porta sur la culture de la vigne que les Tyriens furent sans doute les premiers à pratiquer en Afrique. Charles Picard, 1958. Aujourd'hui, les 3 pays du Maghreb disposent d'une très riche collection d'amphores vinaires puniques, témoins de la présence de vin dans la société antique. Les archéologues ont également mis au jour les débris de nombreuses amphores rhodiennes portant estampilles grecques, ce qui signifie que les Carthaginois importaient du vin. En plus de cette documentation archéologique, Eunochoé, Coupe, Cantar, Skyphos, il existe une riche iconographie attestant de la présence du vin dans le Maghreb antique, stèles votives, mosaïques, pièces d'ivoire représentant des grappes de raisin, des divinités identifiables à Dionysos, probablement Shadrapha, dieu de la guérison, ou des scènes de foulage du raisin par exemple, la mosaïque de Bacchus à Sousse. L'érudit, peut-on le qualifier d'agronome? Carthaginois Magon, Mago, 3e-2e siècle av. J.C. est connu pour avoir écrit un traité d'agronomie, contenant des pratiques vitivinicoles encore appliquées de nos jours. Son nom est d'ailleurs porté aujourd'hui par un vin rouge tunisien. Le traité de Magon a d'ailleurs été l'un des rares manuscrits ramenés par les Romains à Rome après la destruction de Carthage en 146 av. J.C. Figure 1, buste de Magon, Carthage. L'encyclopédie grecque d'agriculture Géoponica fait également, à plusieurs reprises, référence au texte de Magon sur le vin, et en particulier en ce qui concerne la fabrication d'un vin de paille, en utilisant la technique du passerillage, qui consiste à sécher les grappes de raisin durant plusieurs mois sur des claies en paille ou en bois, afin d'enrichir le raisin en sucre par concentration. 1.2 La conquête musulmane. La viniculture a ainsi fait partie intégrante de l'agriculture en Afrique du Nord, jusqu'à l'invasion arabe de la première moitié du 8e siècle. En 670, Oqba ibn Nafa'a conduit une armée musulmane en Ifriqiya et fonde Kairouan. Or, la consommation de vin est interdite par le Coran et par extension sa production, son stockage, son transport. De ce fait, la vinification est abandonnée dans tout le Maghreb, et le vin entre dans une profonde crise qui perdurera durant un millénaire jusque vers le milieu du XIXe siècle. 1.3 La colonisation. Avec la chute du califat ottoman et la colonisation française, 1830 en Algérie, 1881 en Tunisie, 1912 au Maroc, la production de raisins se réorganise et devient industrielle. Les récentes découvertes de Pasteur sur la fermentation alcoolique amènent des solutions pratiques aux problèmes de la vinification dans les pays chauds, d'autant plus qu'un institut Pasteur est créé à Tunis en 1893, à Alger en 1894 et Casablanca en 1929. Les 3 pays du Maghreb, et en particulier l'Algérie, deviennent rapidement de gros producteurs de vin. Le développement des vignobles maghrébins est accéléré par l'épidémie de phylloxéra qui frappe la France à la fin du XIXe siècle. En effet, la maladie entraîne une explosion des importations de vin des colonies maghrébines, qui servaient de vin médecin, pour couper les vins français. Figure 2, vendange Axartir, protectorat tunisien. Après les indépendances en 1956, Maroc et Tunisie, puis en 1962 Algérie,
les jeunes gouvernements indépendants reprennent le contrôle de leur viticulture à travers la nationalisation des terres agricoles coloniales et en particulier les vignobles. Les pays nouvellement indépendants héritent ainsi de toute une infrastructure vinicole, vignobles, pressoirs, caves. 2. Représentation du vin en islam. Malgré les interdits religieux, la conquête musulmane n'avait pas fait complètement disparaître la viticulture nord-africaine pour plusieurs raisons. D'abord, le raisin de table n'avait aucune raison d'être abandonné. Par ailleurs, il faut reconnaître que le vignoble n'avait jamais véritablement disparu dans les 3 pays du Maghreb, car le vin faisait l'objet d'une grande tolérance de la part des monarques musulmans. 2.1 L'interdit. Pour comprendre la représentation du vin en islam, il faut remonter au texte coranique. Si on lit le Coran en suivant l'ordre chronologique de sa révélation, on constate qu'il existe une certaine progression dans l'interdit. Le premier verset révélé traitant du vin figure dans la sourate An-Nahl, les abeilles 16-66, des fruits des palmiers et des vignes, vous tirez une boisson enivrante, saccharane et un aliment excellent. En vérité, en cela, est certes un signe pour un peuple qui raisonne. Point d'interdit ici, le texte se contente d'évoquer une pratique locale de consommation de vin de palme et de vin de raisin. À ce stade, le vin est simplement associé au AQL, la raison. Le vin serait donc autorisé, à condition d'être consommé avec modération. Plus tard, le verset 219 de sourate Al-Baqarah, la Génisse 2, énonce « Les croyants interrogent sur les boissons fermentées, Khamr et le jeu, Mézir. Réponds-leur, dans les deux sont pour les hommes un grand péché et des utilités, mais le péché qui est en eux est plus grand que leur utilité. » Notons ici que le terme Khamr désigne le jus fermenté du raisin ou des fruits du palmier, c'est-à-dire le vin et le legmi, vin de palme, et par extension toutes les boissons fermentées. Puis le verset 43 de sourate Al-Nis à accent circonflexe, les femmes 4, énonce « Ô vous qui croyez, n'approchez point de la prière alors que vous êtes ivres, soukara, afin de savoir ce que vous dites. » Ce verset suscite aujourd'hui encore une certaine confusion, car on pourrait en déduire que l'ivresse par le vin est autorisée, mais que le croyant ne doit pas prier quand il est ivre. Enfin, les versets 89 et 90 de sourate Al-Maïda, la table V, énoncent « Ô vous qui croyez ». Les boissons fermentées, Khamr, le jeu, Mézir, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont seulement une souillure procédant de l'œuvre du démon. Évitez-la. Peut-être serez-vous bien heureux. Le démon dans les boissons fermentées et le jeu veut seulement susciter entre vous l'hostilité et la haine, et vous écarter de l'invocation d'Allah et de la prière. Cesserez-vous de vous y adonner ? Il ressort donc clairement ici que la consommation de vin est prohibée en islam. Ce qui est moins évident au terme d'une première lecture, c'est la légitimité de la fabrication, du commerce ou du transport du vin. Par ailleurs, un autre élément pourrait prêter à confusion. Il s'agit de cette présence pour le moins surprenante de vin au paradis, Al-Jannah. En effet, étonnamment, le Coran évoque la présence de vin au paradis et lui donne même le statut de récompense pour les croyants qui auraient bien agi durant leur vie terrestre. Les sourates Muhammad, XLVI 25 et Al-Mutaffifin 83-24 font ainsi mention de fleuves de vin, véritables délices pour qui en boit. Les sourates Al-Waqiah 56-17 et Zukhruf XLII 71 suggèrent quant à elles des coupes servies aux croyants probablement remplies de vin. 2.2 La tolérance. Si l'islam est intransigeant quant à la consommation de vin par des croyants, en revanche une certaine liberté d'interprétation est gardée quant à la fabrication, la vente ou la consommation de vin par les non-musulmans, et en particulier les juifs et les chrétiens, qui constituaient des communautés très nombreuses dans toute l'Afrique du Nord. Ainsi, les chrétiens et les juifs installés au Maghreb étaient autorisés à fabriquer et à consommer du vin, la vente étant en revanche interdite ou soumise à conditions. Au Maroc par exemple, les souverains musulmans toléraient la consommation du vin dans les Mélas, quartiers juifs. Séparés par de hautes murailles, les juifs pouvaient y boire du vin mais il leur était interdit d'en vendre. Beaucoup possédaient même leur propre vignoble. Selon Al-Hassan ibn Muhammad al-Zayyati al-Fazi al-Wazzan, Léon l'Africain, en 1525, 500 familles juives installées à Taza, dans le nord du Maroc, vivaient de la fabrication de vin Chouraki 1952.
L'explorateur s'étonnait d'ailleurs que les communautés juives installées dans le sud du Maroc, à Demnat, Mogador et Marrakech, produisaient un vin cuit, sirupeux et parfumé, particulièrement apprécié par les personnes âgées, Flamand 1950. Comme en Tunisie, le vin juif ne pouvait pas être vendu au Maroc, même à des juifs. On tolérait toutefois que celui qui possède un captif non-juif qu'il a acquis avec son argent est autorisé à lui donner à boire du vin et de l'eau de vie à condition qu'il les consomme en sa présence. Zafrani 1972. Les tavernes ont toujours existé au Maghreb et étaient fréquentées par des non-musulmans. Au XVIe siècle, Léon l'Africain en recense 200 dans la seule ville de Fès et constate avec étonnement que certains hommes ont dans leur maison du vin à vendre, chacun pouvant en user en toute tranquillité sans que la course en offense. Huet de l'an 2001. 3 représentations du vin dans la période coloniale. La colonisation française dans les 3 pays du Maghreb, 1830 à 1960 en Algérie, 1881 à 1956 en Tunisie et 1912 à 1956 au Maroc, aura été l'occasion d'un contact brutal entre 2 civilisations éloignées tant sur le plan économique que culturel et religieux. Dans un contexte d'explosion du marché vinicole sous l'impulsion des colons français, cette mixité forcée aura eu en particulier des répercussions sur la représentation du vin dans les 3 sociétés maghrébines. Safia Areski et Nessim Zenayon écrivent à ce propos : le vin reste bien cependant un marqueur colonial dont on attribue la culture aux Européens ou les mauvais effets aux Arabes, selon les temps. Areski et Zenayon 2015. Commençons donc par examiner le discours colonial dans les 3 pays du Maghreb. 3.1 Le vin dans le discours colonial. En Tunisie, comme dans les 2 autres pays du Maghreb sous occupation française, le discours colonial revient systématiquement sur l'incapacité des musulmans à savoir reconnaître et boire du bon vin, Colline 2010, ainsi que sur l'immodération, Pinault 1933, et l'avidité singulière des Arabes en la matière, Archives des Anomes 1941. Sont plus particulièrement visés les Bédouins qui fréquentent les grandes villes pour leur commerce. Ces derniers n'auraient pas l'habitude de boire, et se comporteraient d'une manière non civilisée, après avoir bu seulement quelques verres de vin. Pourtant, les Bédouins maghrébins avaient l'habitude de boire du legmi, sorte de vin obtenu à partir du palmier dattier, et titrant 12 degrés. Ces discours reviennent à affirmer que les Arabes n'ont pas la distinction et la culture, pour savoir boire du vin, boisson issue de la civilisation. Dans ce contexte, la diffusion très rapide de l'alcoolisme au sein de la société maghrébine, aux yeux de certains médecins, Reboul et Régis 1912, illustre la décadence de la race indigène, son incapacité à s'autogérer, ce qui d'ailleurs justifie la mission civilisatrice de la colonisation. Il faut noter toutefois que certains médecins généralisaient cette mauvaise consommation à l'ensemble de la population, y compris les Européens. Le docteur Adrien Loire, qui avait fondé l'Institut Pasteur Tunis en 1893, écrit ainsi : « L'alcoolisme fait malheureusement de grands ravages dans la population européenne de Tunis. » Loire, 1897. Une des raisons de l'ébriété excessive dans les bars était liée au fait que, vers la fin du XIXe siècle, de nombreux cabarets de Tunis offraient la possibilité, moyennant une somme fixe de 6 francs par mois, de venir chaque jour boire tout ce que l'on peut absorber sur place. De ce fait, les barmen avaient pour consigne d'encourager une intoxication rapide du client afin de limiter la consommation. Loire, 1897. Dans les 3 pays du Maghreb colonisés, la question de l'alcoolisation des indigènes est intimement liée à celle des nationalismes. La surveillance des débits de boissons, lieu d'agitation politique notoire, est cruciale pour les services de police, et beaucoup voient dans l'alcool, et plus particulièrement le vin, un moyen pour les agitateurs d'avilir les esprits et de propager les idées subversives. Archives des Anomes 1941. 3.2 La représentation nationaliste du vin. D'un autre côté, les leaders nationalistes maghrébins considèrent l'alcoolisation des croyants comme une conséquence néfaste de la présence des Français en terre musulmane. Ils considèrent ainsi le vin comme une arme destinée à affaiblir la société et permettre une mainmise plus facile du colonisateur. Leurs discours sont basés sur le constat, documenté, que la part de l'ivresse publique récidiviste par rapport aux autres délits a fortement augmenté dans les tribunaux correctionnels de l'entre-deux-guerres.
Même des leaders profondément laïques, tels qu'Abdelaziz Talbi ou Habib Bourguiba, considèrent la consommation immodérée du vin comme un moyen de contrôler les citoyens et de saper leurs ardeurs indépendantistes. Il est vrai qu'une première augmentation de la consommation de vin au Maroc, en Algérie et en Tunisie, est attestée vers la fin du XIXe siècle, probablement liée à l'explosion de la production sous l'impulsion des vignerons français dans les fermes coloniales. Une deuxième augmentation de la consommation a lieu dans l'entre-deux-guerres, du fait de la baisse du prix de la bouteille de vin. Le prix de la bouteille de vin a été divisé par 2. On compte ainsi environ 6 débits de boissons alcoolisées pour 10 000 habitants en Tunisie, contre 9 en Algérie et 4 au Maroc. Les cafés servant du vin se concentrent dans les quartiers européens, ce qui ne les empêche guère d'être fréquentés par les Arabes, fussent-ils notables ou bédouins. 3.3 Les réponses des autorités coloniales. Pour répondre à cette explosion de la consommation de vin, à partir de la Première Guerre mondiale, les autorités coloniales mettent en place des législations ethniques. Ainsi, le Code pénal tunisien de 1918 interdit la vente d'alcool aux musulmans. Une mesure similaire sera prise au Maroc en 1926, et quelques années plus tard en Algérie, en 1941. Ces dispositions, bien qu'officielles jusqu'à la fin de la période coloniale, resteront toutefois peu appliquées pour plusieurs raisons. D'abord, la forte présence de vin sur les marchés maghrébins rendait inapplicables de telles restrictions. D'autant plus que le vignoble français, ravagé par le phylloxéra, s'était progressivement reconstitué, et que la demande en vin marocain, algérien et tunisien commençait à se tarir, créant des surplus au niveau local. Par ailleurs, le lobby colonial, largement soutenu par les groupements de viticulteurs du Midi de la France, avait largement défendu cette source d'écoulement supplémentaire du vin. 4 représentations du vin dans la société maghrébine moderne. Pour comprendre la manière dont le vin est représenté dans la société maghrébine moderne, quelques chiffres publiés par l'OMS seront certainement plus éloquents que de longs discours. En Tunisie, la consommation annuelle de vin n'est que de 200 millions de bouteilles par an, soit une moyenne de 0,84 litres par personne, ce qui place le pays bien loin derrière les pays occidentaux. Ainsi, la Tunisie figure au 43e rang des pays grands consommateurs de vin. Par ailleurs, 86,3% des Tunisiens n'ont jamais bu d'alcool. Ces statistiques sont caractéristiques d'un pays musulman. Toutefois, si on s'intéresse aux seuls Tunisiens consommateurs d'alcool, on constate qu'ils boivent annuellement environ 7,4 litres de vin. Les Marocains et les Algériens consomment moins de vin, avec une moyenne de 6,1 litres an au Maroc et seulement 3,8 litres de vin en Algérie, pays résolument plus conservateur. Plus grands buveurs du Maghreb, les buveurs tunisiens boivent 26,2 litres d'alcool an, dépassant ainsi les buveurs polonais, 24,2 L an, les Russes, 22,3 L an, les Allemands, 14,7 L an et les Britanniques, 13,8 L an. Par ailleurs, la consommation de vin et d'alcool d'une manière générale est un fait masculin en Tunisie, puisque les hommes, uniquement les buveurs d'alcool, boivent en moyenne 9,8 litres de vin par an contre seulement 0,3 litres pour les femmes. Les buveurs tunisiens préfèrent consommer de la bière 68%, le vin venant en seconde position 28% et les spiritueux venant en dernier du classement 4%. On en déduit que la consommation de vin en Tunisie est concentrée, chez 13,7% de la population des plus de 15 ans, et majoritairement chez les hommes. Autrement dit, en Tunisie, peu de gens boivent du vin, mais ceux qui le font sont des hommes, et ils en boivent beaucoup. Au Maroc, la consommation de vin est encore plus concentrée puisque seulement 5,5% de la population des plus de 15 ans consomme du vin. Le déséquilibre de genre est moins marqué, puisque 8,3% des hommes consomment du vin, contre seulement 2,8% chez les femmes. Cette consommation différentielle de genre est liée à la hirma, attitude de se plier aux règles sociales et religieuses qui doivent être davantage marquées chez les femmes. Au Maroc, la préférence chez les buveurs d'alcool va également pour la bière 44%, suivie du vin 36% et des spiritueux 20%. En Algérie, la bière est l'alcool le plus consommé, 63% de la consommation totale d'alcool, suivi par le vin 35% et les spiritueux 2%. En Tunisie, la vente de vin est autorisée sauf le vendredi.
Au Maroc, le chef du parti islamique, de la justice et du développement, nommé en novembre 2011 Premier ministre par le roi, a décidé d'augmenter les taxes sur l'alcool afin d'en diminuer la consommation. La taxe est ainsi passée de 450 dirhams, soit 42 € à 500 DHS, 49 € pour chaque hectolitre d'alcool. Toutefois, cette hausse ne semble pas avoir eu d'impact marquant sur la consommation. Par ailleurs, les dirigeants ont fini par admettre qu'il n'était pas réaliste de chercher à prohiber complètement le vin sur le marché. Étant donné la réalité sociale du pays et le poids du tourisme dans l'économie nationale, le gouvernement a compris qu'il valait mieux encadrer discrètement la filière du vin plutôt que de l'interdire. C'est ainsi que la vente d'alcool, interdite aux musulmans par la loi marocaine depuis 1967, est peu mise en application. Le vin est vendu dans les supermarchés et servi dans les bars, d'une manière plus ou moins discrète. Durant le mois de Ramadan, la vente de vin est également suspendue dans les 3 pays du Maghreb. Ainsi, dans les 3 sociétés maghrébines, le vin est certes considéré comme un interdit religieux, ce qui n'empêche pas aujourd'hui même une partie mineure de la population de le consommer régulièrement. L'interdit émerge parfois au niveau de l'emploi des cadres dans le secteur, certains candidats déclinant des offres d'emploi dans les entreprises vinicoles pour des raisons familiales. Certains techniciens et cadres du secteur en arrivent même à cacher leur métier, surtout s'ils doivent régulièrement contrôler la qualité du vin en le goûtant. Le dépassement des interdits, qui est du fait de la société autant que de l'État, s'explique de plusieurs manières. D'abord, on l'a vu, le Coran laisse une certaine interprétation du texte, floue appropriée par les Maghrébins buveurs qui veulent légitimer leur consommation. Par ailleurs, la Tunisie et le Maroc sont des pays ouverts au tourisme, et ce sont des sociétés dans lesquelles la mondialisation a fortement influé les manières de vivre, bien plus qu'en Algérie qui est restée davantage conservatrice. Conclusion. Nous avons ainsi eu l'occasion de constater que la représentation du vin dans la société maghrébine est aujourd'hui déterminée par 3 éléments. Un élément historique d'abord. En effet, les peuples de l'Ifriqiya connaissaient et appréciaient le vin depuis l'Antiquité punique. Le vin au Maghreb aura ainsi connu une période antique faste, jalonnée de découvertes viticoles, d'expérimentation en matière de viniculture et d'importation de plants de vigne d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Cette période sera suivie d'une longue récession durant la période d'islamisation de l'Ifriqiya, avant de connaître à nouveau une période de prospérité depuis la colonisation française. Tout au long de leur histoire, les peuples du Maghreb auront donc connu, fabriqué, exporté des vins de qualité. L'autre élément d'importance dans la représentation moderne du vin est l'aspect religieux. Indéniablement, l'islam aura marqué durant plus d'un millénaire les perceptions du vin et changé les comportements de production vinicole et de consommation. Pendant 1000 ans, les peuples du Maghreb seront confrontés à un interdit de consommation de cette boisson. Enfin, et c'est là que le Maghreb nous apparaît moins homogène, nous avons pu constater que le vin occupe aujourd'hui une place privilégiée dans les pratiques alimentaires en Tunisie et au Maroc, société bien plus ouverte au mode de vie européen, alors qu'en Algérie, le rapport au vin semble davantage marqué par la religion musulmane. La preuve en est, les vignobles de Meknès ou du Cap Bon produisent aujourd'hui un vin rouge de qualité, dont une partie de plus en plus conséquente est consommée localement. Bibliographie. Al-Qardawi Y, 1989, Le licite et l'illicite en islam. Archives des Anomes, carton 91 255. Areskies et Zenayon N, 2015. Y a-t-il une alcoolisation de la société algérienne sous la colonisation, 1830 à 1962? Arkoun Monsieur, 1990, Lecture du Coran. Berkeji, 1990, Le Coran. Essai de traduction de l'arabe, annoté et suivi d'une étude exégétique. Bousrouel H, 1997, Ce que disent l'islam et la science sur le tabac et l'alcool. Charles Picard G, 1959, La vie quotidienne à Carthage au temps d'Hannibal. Chourakia, 1952, Les Juifs d'Afrique du Nord. Flamand P, 1950, Diaspora en terre d'islam, les communautés israélites du sud marocain. Dermengeme, 1980, L'éloge du vin, Al-Kamriya, poème mystique de Omar ibn al-Faridega.
Fantar Monsieur, 1997, la vigne et le vin à l'époque carthaginoise. Flamand P, 1950, Diaspora en terre d'islam, les communautés israélites du sud marocain. Zels, 1927, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, volume I. Huet de l'an A, 2001, Boissons et civilisations en Afrique. Juvénal 127 Satire. Colin G 2010, Imperial Feedback, Food and the French Culinary Legacy of Empire. Loira, 1897, Les conditions sanitaires et l'hygiène en Tunisie. Pinopé, 1933, L'alcoolisme chez les Arabes en Algérie. Pline 77, Histoire naturelle 1233 et 23-9. Reboulache et Régis E, 1912, L'assistance des aliénés aux colonies. Zafrania, 1972, Études et recherches sur la vie intellectuelle juive au Maroc de la fin du XVe au début du XXe siècle. Zenayonen, 2015, Y a-t-il une alcoolisation de la société tunisienne sous le protectorat ? Approche épistémologique, culturelle et terminologique du bon vin. Kilian Stengel, PRCE Université Rabelais, Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, Tours PhD, membre associé équipe 3S, EA 4177, Université de Bourgogne et équipe Prime Univ. Tours, kilian.stengel@univ-tours.fr. Introduction. L'argument culturel gustatif joue un rôle majeur, pragmatique comme cognitif, dans le cadre d'une dégustation, pour représenter le produit et construire un discours commercial. Le vin offre expérientiation et subjectivité dans le cadre d'une simulation gustative, toujours nouvelle mais toujours personnelle. Aussi le langage du vin est souvent très différent de la perception individuelle, qui correspond à des rappels mémosensitifs issus de dégustations ou situations sociales, culturelles ou symboliques préalables. L'inscription au patrimoine de l'UNESCO du repas gastronomique des Français, dans lequel s'inscrit la dégustation du vin, traduit à nouveau la volonté de promouvoir les produits viniques régionaux, jusqu'à les inscrire dans un cadre officiel, patrimonial et rassembleur. Ainsi, le vin comme élément social désigne pour un dégustateur son appartenance à un réseau de relations liées au plaisir de la dégustation. Le vin, élément culturel, désigne l'ensemble de ses ressources intellectuelles axées sur ce sujet ou périphériques à ce sujet, et le vin comme élément symbolique est le pouvoir de reconnaissance dont peut profiter l'individu grâce à ses argumentations et rites de dégustateur. Ces processus réguliers de resignification des représentations du vin s'appuient sur les conceptualisations de la dégustation que nous verrons dans un premier temps, sur les discours identitaires et contextuels qui apportent la matière aux argumentations commerciales que nous aborderons dans les second et troisième chapitres, sur l'identité du dégustateur et sur les temporalités de la transmission attachées à la fin de l'article. Nous abordons en effet par ces biais la transmission des interprétations du vin par l'apport culturel. En termes de méthodologie, nous pourrions dans cette étude manier l'origine des terminologies et des concepts empruntés à diverses disciplines linguistiques, Gauthier et Lavric, 2015, ou lexicologie, Leroyer et Gouffes, 2009, mais nous avons préféré analyser les discours, via certains axes de technique de la communication jamais exhaustifs et via la pluriculturalité qu'offre la dégustation du vin. 1. La conceptualisation du BIENBOIRE. Dans une forme de paradoxe de la dégustation où se mesurent raison et passion, les consommateurs qui ont défini une sérénité dans leur relation au vin se divisent en deux groupes. D'un côté les adeptes du processus académique de la dégustation, et de l'autre les hédonistes. Les sens et les valeurs attribuées à la notion de désir du vin varient selon les considérations apportées aux représentations du bon vin. Que ces considérations soient morales, religieuses ou patrimoniales, elles apparaissent comme des critères de choix au travers desquels se joue toute une conception du vin par l'homme et de son rapport à la bonne dégustation. S'opère également le décalage norme-pratique, Poulain 2001, écart type existant entre ce que l'individu pense être bon, ce qu'il consomme et la manière dont il le consomme finalement quotidiennement. Alors que l'analyse sensorielle travaille sur l'attention, elle stimule les sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, et ouvre la voie à l'hédonisme en utilisant l'interface haptique définissant le vin par la subjectivité du produit. À l'instar des sciences de l'information, le discours du vin est tour à tour une science sociale,
une métascience, une interscience, interdiscipline, une science postmoderne, une science d'interface, une science supérieure, une science rhétorique, une science de la connaissance ou une science nomade, Ibekwe Sandroine 2012. Tandis que la phase analytique travaille sur la mémorisation et associe la recherche des arômes et des saveurs à la culture des typologies du vin, le plaisir de l'expression, lui, lors de la dégustation hédonistique, travaille à l'aide du vocabulaire adapté aux sensations et à la mémoire. C'est parce que j'ai gardé en mémoire l'intense plaisir que j'ai éprouvé à boire un bon vin, que je suis heureux non seulement de me le remémorer, mais aussi d'envisager d'y goûter à nouveau. Lenoir 2013. De l'énologisme. Discours identitaire de l'amateur de vin et sixième sens du dégustateur. Le vin est senti par la nation française comme un bien qui lui est propre, au même titre que ses 36 espèces de fromage et sa culture, Barthes, 1957. Est-ce que déguster un vin a du sens ? Dans un pays comme la France, où le vin est vu comme un paradoxe, déguster un vin, en effet, qu'est-ce sinon offrir à notre bouche et à notre esprit, intuition et réfutation ? Mais il arrive également que nous ne sentions plus l'intérêt de déguster du vin, parce que nous ne constatons ni authenticité ni impression qui lie le vin à notre existence. Quand le vin n'attire plus l'attention des sens, les sens perdent leur sens élémentaire. Et quand nos sens meurent, l'absurdité naît. Les sens gustatifs et olfactifs nous bernent quelquefois. Lors d'une dégustation d'un vin, on se trompe souvent dans notre tentative, aux yeux des amateurs avertis, pour identifier l'ingrédient ou l'arôme mystère. Ainsi, on croit distinguer ce que l'on goûte et reconnaître ce que l'on sent, mais il s'agit souvent d'une erreur du point de vue des amateurs avertis du sujet, la réalité normative n'étant pas toujours dans ce que nous disent nos sens, ni dans la modélisation de la procédure de dégustation. Car il existe toujours plusieurs vérités dans chaque réalité, et la modélisation est une production à partir de la réalité, d'une description formalisée, qui peut aller jusqu'à la formule qui rend compte de la réalité, Olivier 2007. Il faut le reconnaître, ce premier contact avec la dégustation analytique et du fait avec le vin a souvent des effets désastreux. L'apprenti dégustateur, ayant l'impression qu'il est incapable de distinguer quoi que ce soit et que ses sens ne sont pas fiables, abandonne souvent son apprentissage de sommelier ou de candide dégustateur pour se limiter à l'acte simple de boire sans argumenter son discours. Or le souci est que les sens, sous le joug de la norme discursive, ne nous font distinguer qu'une réalité. Car la saveur, l'arôme et leur définition réelle varient en fonction de chacun d'entre nous. Chacun comprend tout ce qu'il veut bien comprendre et définit comme inexistant ce qu'il n'arrive pas à définir. Alors notre paraître cherchant à se conformer à un prototype social ne peut pas laisser apparaître l'hypothèse d'un arôme contraire aux attentes de la caste des amateurs avertis du vin. Même si nos sens nous soumettent une autre réalité gustative ou olfactive, nous préférons souvent nous taire plutôt que de passer pour des ignorants. Ainsi, s'il y a des hommes qui jouent de l'art de la dégustation, le discours du vin n'est pas pour autant qu'une simple farandole de notes olfactives. Ainsi, s'il y a des hommes qui vivent d'un vin triste et sombre, toute argumentation du vin n'est pas triste et sombre. Le discours du vin serait-il alors une lumière culturelle dans la nuit ? D'une façon générale, si le vin, quand on en abuse, est parfois déshumanisé, les discours engagés des viticulteurs en quête d'une qualité pourtant subjective, ne sont-ils pas le signe que le vin n'est pas si dépourvu de sens ? On devrait toujours avoir à l'esprit que le vin confère un sens à la vie de certains d'entre nous, autant que certains hommes confèrent un sens au vin en l'élaborant. La dégustation est une relation de l'homme au vin, du vin à l'homme, une communication de conscience à conscience, mais déjà de vivant à vivant ou dirait la pragmatique, de sujet à sujet. Bougnou 2013. La vie humaine n'a pas de sens sans une culture du « quoi incorporer » et du « comment l'incorporer ». La culture du vin au sens du savoir-boire est donc pleine de sens, pour peu qu'on lui fasse front avec humanité, conscience et éthique. Le plus subtil rapport au vin, ne serait-il pas de le valoriser par les mots ? Déguster et savoir analyser ce qu'on boit, c'est bien Pénaud et Blouin 2013, c'est sain. Bulletin international du vin 1938. Mais il est plus aisé de l'argumenter soit avec un vocable adapté, soit avec ses propres mots, sa sensibilité et sa sincérité. En outre, goûter pour goûter est également limité. Certes,
qui diffère des expériences gustatives dit s'ouvrir à la nouveauté, à l'originalité ainsi qu'à la diversité, dans un cadre donné. Goffman, 1991. Mais, qui diffère des expériences gustatives pour faire des expériences, dit aussi répéter définitivement la même démarche consistant à collectionner des dégustations, Stengel 2015a. Ce qui n'a rien d'original, car multiplier les informations sensorielles et les détails gustatifs sur le produit ne nous enseigne que des informations et des détails, et ne nous dit ni comment les utiliser à notre table, ni comment les transmettre. De plus, la multiplication de ces dégustations ne pourra être illimitée dans une réelle vue d'ensemble. L'expérience gustative peut-elle vraiment nous apporter quelque chose, sinon de devenir progressivement, par expérience, de plus en plus habile dans la gestion de ces interactions de face à face, Marcellini et Emiliani, 2014. Pour exemple, une appellation ligérienne exceptionnellement bien boisée laisse passer en nous une éphémère sensation, comme par exemple celle d'un sentier de sous-bois mouillé après la pluie d'automne. Cette sensation se met alors à s'épanouir dans notre imaginaire, à nous faire entrer en communication avec la nature qui se positionne à notre esprit comme un prérequis et à laisser place à la supputation. Proust, 1871 à 1922, nous a diffusé son expérience au sujet d'une petite madeleine, Proust, 1914, trempée dans un peu d'infusion de tilleul. Il a eu la sensation de vivre cette madeleine en lui. Et en sentant s'épanouir cette sensation, il fit la découverte du secret de la mémoire gustative qui lui a ouvert les portes de la créativité. Même si la sensation savourée reste éphémère, elle permet de profiter de l'instant gastronomique qui passe. Comme une expérience gustative unique aux diverses facettes, la madeleine que nous connaissons tous aurait-elle une saveur cachée éphémère ? Cette facette gustative que notre imagination nous laissera entrevoir puis croire, serait-elle une facette parmi tant d'autres encore inconnues à notre palais et à nos voies olfactives et rétro-olfactives ? Une diversité terminologique qui renvoie à l'interprétation créative et secrète des goûts. Si les approches philosophiques du savoir-boire donnent l'impression de dire tout et son contraire, c'est en effet pour réveiller et mettre en mouvement les papilles, la mémoire gustative et les principes d'analyse sensorielle, ainsi que pour tenter de définir éthiquement le bon vin, le plaisir et notre énologisme, c'est-à-dire notre relation personnelle avec le vin. D'où l'importance des mots qui éveillent la pensée et la réflexion gustative, sensorielle, comme gastronomique, culturelle, afin d'être traduite par une notion de savoir œnologique. Le vécu personnel de chaque dégustateur conduit à beaucoup de conclusions sous forme de « j'aime » ou « j'aime pas », mais faut-il se contenter de cela ? Il n'est pas rare qu'on pense trouver une symbiose entre un vin et nous. Notre ressenti général à l'issue d'une dégustation peut varier en fonction de notre condition du moment, notre état ou notre morale. Certes, l'expérience nous apprend beaucoup sur le vin. Mais une simple dégustation, qui est censée nous faire découvrir, voire nous apprendre quelque chose, se passe souvent finalement au prix d'une généralisation abusive. Ainsi, pour exemple, l'accord mets et vin profitant d'une forte argumentation qui unit du foie gras avec un vin liquoreux, jadis original et créatif, est aujourd'hui devenu un mariage banal, limité et sans intérêt communicationnel. Dans ce cadre, où le goût et le jugement sont subjectifs, afin de ne pas juger à tort et à travers les avis des autres, on estime que la tolérance est le remède quand il s'agit des goûts et des couleurs. Mais être systématiquement tolérant vis-à-vis des goûts des autres, n'est-ce pas finalement être sans opinion et se cantonner à un échange qui devient vide de contenu ? Sinon, qui sommes-nous pour juger la vie gustative d'autrui ? À ce titre, le dégustateur qui porte un jugement de qualité est a priori un amateur averti, d'autant plus si sa remarque est constructive et peut faire évoluer la représentation du vin. Alors se présentent deux alternatives. Soit écarter les préjugés et accepter sans nuance le vin qui nous est présenté, soit laisser libre cours à ses propres préjugés et rejeter sans nuance les vins ou olfactions qui ne nous conviennent pas, sans même percevoir ce qu'ils sont réellement. Avoir une intuition, puis porter un jugement suivi d'une critique sur un vin, consiste à juger un homme à travers sa production viticole. En outre, il y a dans le fait de juger un vin, une part d'identification importante. Ce jugement vaut non pas pour tenter de voir ce qui ne correspond pas à l'attente qualitative et normative du vin, mais pour tenter de discerner la véritable nature du vin présent. On comprendra dès lors que les avis et jugements subjectifs
sont théoriquement plus à même de faire évoluer énologiquement le dégustateur que de toucher l'amour-propre du viticulteur. Penser la dégustation de vin, c'est réfléchir au rapport qui existe entre l'homme, ce qui l'entoure et ce qui le fait grandir. Ce qui est commun aux avis des différentes sciences humaines, c'est que l'homme est un dégustateur et que cette situation est pour lui à la fois une situation naturelle et sociale. Cette situation le fait sans cesse revenir aux choses fondamentales, revenir aux besoins de la connaissance, afin de maîtriser ce qu'il boit et ce qu'il déguste, sans pour autant tout connaître afin de laisser la possibilité à son esprit de penser l'incorporation et de créer ses représentations. Aussi le vin est pour l'homme, parmi les plus signifiantes de toutes les sciences, parmi celles qui ont contribué à la formation, à l'extériorisation et à l'évolution de la pensée. Profondément bouleversé à chaque décennie, le vin est définitivement marqué dans tous les domaines: philosophie Raspingas 2011, religion, Bouvier 2009, politique de Maillard Costa Smith 2007, etc. Cependant, aussi assuré qu'on puisse être de la validité de ce phénomène, l'évolution des représentations du boire demeure comme suspendue d'un réel titre scientifique tant que ne seront pas élaborées des théories autour du savoir dégusté, aussi chimériques puissent paraître de telles potentielles théories. Il est nécessaire aujourd'hui d'apporter une théorie du savoir dégusté au sens large, pour y inclure non seulement les notions relatives à la structure du goût, de la mémoire, de l'analyse et de sa conclusion, de notre manière de boire du vin et surtout de l'information qu'elle porte, mais aussi les mécanismes physiologiques que procure cette information et le processus d'échange discursif que crée une dégustation collégiale. Plutôt que des notions scientifiques elles-mêmes, c'est en effet la forme d'une dégustation pensée et argumentée que nous tentons de dégager, ainsi que d'expliciter les relations logiques entre d'autres domaines de la pensée et d'autres procédures traditionnelles d'incorporation. Mais peut-être qu'au fond notre énologisme ne se trouve pas dans le choix du vin, mais dans la dégustation et son savoir-faire. Il s'agit d'un moment, formé de camaraderie ou d'éléments familiaux tous engagés dans un rite concret que sont la convivialité et le partage, et dans un esprit commun réunissant des exagérés énoliques, voire énomanes, des tribuns œnosophistes, des passionnés énolâtres, des sages énosophes, des analystes énologiciens ou amateurs œnophiles. Quels que soient les membres constituant ce temps de paroles hédonistiques, comparatives ou analytiques, il s'agit d'un moment où l'on maîtrise les événements, les discussions et les plaisirs. 3 processus d'argumentation du vin par émetteur et récepteur. Chacun d'entre nous a une attente différente des qualités organoleptiques d'un vin lors d'une dégustation. Le viticulteur imagine une qualité voulue, en s'occupant de ses vignes. Après avoir vinifié, en dépit des difficultés techniques et climatiques rencontrées et en fonction de l'assemblage de la cuvée, le vigneron rectifie la définition de son vin et concrétise une qualité attendue. Du point de vue du marketing, un bon vin est un vin qui se vend bien. Si on considère que la qualité du vin a pour but la satisfaction de celui qui le produit, on n'est évidemment plus dans le marketing, Hauteville 2009. Le client, qui lit l'étiquette dans le linéaire de grande surface ou qui lit la carte des vins au restaurant, s'imagine une qualité perçue. Le client déguste et définit alors une qualité intermédiaire, ou également nommée qualité finale, jusqu'à ce qu'il paye la note et se rende compte alors de la qualité réelle, appelée quelquefois rapport qualité-prix. Dans chacune de ces 4 étapes, les prescripteurs utilisent un vocabulaire différent afin de justifier le changement de considération. Figure 1. Praxis énonciative du processus d'argumentation du vin. Sous l'angle d'une approche organoleptique, ce qui est bon à boire aura un aspect visuel attirant, une odeur, un toucher et un goût agréable. La dégustation doit être agréable pour dire d'un vin qu'il est bon. De fait, appuyé par l'axe rapport qualité-prix, les examens organo-tarifaires font intervenir l'expérience de chacun avec le vin. Il s'agit d'une approche somme toute subjective. En effet, ce qui est bon à boire ou à déguster différera d'une personne à une autre. Par exemple, lors d'une dégustation, il est rare qu'un vin soit défini comme bon par tous les participants, car certains sont naturellement plus sensibles Stengel 2015b à quelques saveurs, le sucré, ou odeur, le soufre, qui affectent leur jugement de la qualité, et d'autres plus sensibles à la compétence technique d'élaboration du vin afin de comprendre pourquoi le vin est-il bon, Abal et Coulon 2014.
La représentation du vin varie donc en fonction de l'illusion que le producteur se fait lui-même de sa production, en back-office, de celle qu'il veut proposer aux yeux du consommateur et de celle que perçoit le dégustateur, en front office. La qualité du vin se décline avec le concept du in et du off. La qualité in, c'est ce que vous avez dans le verre. Mais de plus en plus, le nouveau consommateur est exigeant au niveau de la protection de l'environnement, des effets de la santé, du respect de la biodiversité, etc. C'est la qualité off Torres 2009. Le schéma de l'identité gastronomique est construit à partir de l'ingrédient conscient et inconscient qu'est l'histoire de la table, de l'individu et de sa famille, un héritage gastronomique et œnologique, Stengel 2014, qui s'ajoute à ses besoins physiologiques. Afin de distinguer cette identité gastronomique et de parfaire sa cohérence, au fil des découvertes intérieures, il est nécessaire de prendre en compte le contexte gastronomique comme le milieu socio-alimentaire de l'individu. L'historique œnogastronomique engrangé dans la mémoire sensorielle comme sentimentale souligne que la relation avec le vin fut de tout temps sous l'influence du milieu familial, de son ambiance, de ses discours et de l'éducation qui en ressortait. Toutes ces archives sensitives sont intimement liées à l'imaginaire qui aura, au fil des années, donné une définition personnelle à ces ingrédients. L'imaginaire a souvent transformé l'information d'origine en une représentation du vin pas toujours alléchante, ou en un pastiche de la réalité. Outre l'imaginaire, l'existant est prescripteur de choix comme de préférences vineuses et alimentaires liées à une volonté religieuse, ethnique, éthique ou non réfléchie. Dans la plupart des définitions d'identités alimentaires, il y a une place pour l'imaginaire en parallèle des données objectives. Pourtant, l'objectivité en termes de goût est très controversable, car il n'y a de bon que ce qui nous paraît bon à l'instant T et qui peut nous déplaire demain. L'essentiel serait donc de prendre du plaisir dans cette construction identitaire emplie de parfums, saveurs, textures, couleurs, impressions et plaisirs, etc. 4 Construction de l'identité du dégustateur. Univers complexe, fruit de l'intelligence qui permet si bien à l'âme du vin de se protéger, s'éduquer, se concentrer, se libérer. Pitt 2013. Pourrait s'initier aux représentations du vin et aux ressources discursives qui s'y rattachent, il est nécessaire de prendre en compte, en termes de prévention, le cadre sociologique du vin, c'est-à-dire souligner que le vin, en qualité de boisson à base d'alcool, est un danger en soi, que le vin est également un élément culturel, une œuvre artisanale et un outil de distinction sociale, et que le vin reste un aliment. Mais le vin, pour être sublimé par le discours, est étayé par un vocabulaire qui prend des nuances symboliques, Reckinger 2013, historiques, sensorielles, liées à la nature, à l'environnement, au contexte et à l'entourage. Effectivement, c'est bien la communication à visage humain qui est ici évoquée. Le vocabulaire emploie constamment la référence à l'environnement face au caractère mondialiste, impersonnel et abstrait de la communication de masse. Thibaut Molland 1975. Du point de vue communicationnel, Déguster, Pénaud 1980 permet de découvrir un trait de notre personnalité via le discours, car les mots pour communiquer comme ceux pour vendre du vin, Gilbert et Compan 1998, permettent d'échanger, de réveiller notre créativité, d'imaginer, d'anticiper, de choisir, d'interpréter, à condition de ne porter aucun jugement critique péremptoire. Savoir boire est une technique nationale qui sert à qualifier le français, à prouver à la fois son pouvoir de performance, son contrôle et sa sociabilité. Barthes 1957. Les solutions adaptables à cette transmission sont de faire appel à l'expérientiation, de varier les méthodes communicationnelles, et d'utiliser une logique d'adaptation. Hier, le vocabulaire du vin fut porté par le régionalisme dès les années 1950, Saillant, 1953, par l'hygiène des chais et des cuves dans les années 1970, Orizet 1961, par le rappel au terroir dans les années 1980, par la technologie dans les années 1990, Bellard 1998. Aujourd'hui, la patrimonialisation du vin est devenue la tendance discursive, depuis l'inscription du repas gastronomique des Français sur la liste représentative du patrimoine immatériel. Mais demain, qu'en sera-t-il ? Appuierons-nous nos arguments du vin sur des atouts artistiques, scientifiques, politiques, économiques ?
Peu de ces producteurs s'adressent à leurs clients avec des terminologies qui permettent de briser les codes traditionnels. Les jeunes consommateurs ne sont pas tous adeptes du traditionnalisme discursif. Les nouvelles générations apprécient d'utiliser leur vocabulaire contextuel. Nous avons observé auprès des étudiants de licence commercialisation du vin, durant 8 ans d'enseignement à l'UU de l'Université François Rabelais de Tours, une personnalisation de l'argumentation qui reste encore sporadique. Le concept discursif des jeunes générations, lors de dégustation de vin, s'appuie sur des termes déjà existants tels que avoir du corps, du caractère, une robe, une présence, de la personnalité, de la classe, comme à des termes encore peu référencés dans les répertoires livresques, avoir de l'allure, être filiforme, exubérant. Le vin est associé quelquefois au corps en tant que vin sensuel, expressif, extraverti, comme pour l'identifier à une femme ou à un homme. Déguster avec une plus jeune génération que nous est une manière de lui apprendre un patrimoine et de lui transmettre les mots, leur relativité, leur profondeur étymologique, historique et épistémologique, comme le plaisir qu'ils nous donnent, par des discours ordinaires mais abreuvés de la valeur argumentaire concrète, quotidienne et liée à la complicité de notre corps et de ses sens. Ce moment de dégustation et d'échange est également naturellement une occasion d'appréhender le vocabulaire de cette jeune génération. Depuis des décennies, les écoles hôtelières ont enseigné, en guise de modèle discursif du vin, les préceptes des sommeliers, Olivesi 2015. Si la codification des termes a permis dans un premier temps de transmettre et d'uniformiser le discours du vin, n'a-t-elle pas ensuite freiné la définition personnelle du bon vin issu des consommateurs ? La polémique est aisée, mais la question moins simple qu'il n'y paraît. Faut-il laisser le champ libre du paradigme du bon vin aux futurs professionnels, viticulteurs ou sommeliers, ou faut-il au contraire continuer d'observer ce répertoire discursif s'étoffer via le grand public ? Le débat reste ouvert. Pour autant, nous pourrions à l'avenir nous questionner sur l'origine du vocabulaire de dégustation ? Quelle frange de population en est l'initiateur ? Comment ce vocabulaire a-t-il émergé ? Qui l'a provoqué ? Qui diffuse ce vocabulaire de dégustation ? Encore de nombreux chantiers à éclairer. Conclusion. Bien que les premiers répertoires professionnels du vocabulaire dégustatif viennent d'énologues et d'œnographes au XIXe siècle, et que des ouvrages modernes plus complets aient été établis à partir du milieu du XXe siècle, les termes sont issus préalablement et progressivement des entités linguistiques, patois, de vocabulaire professionnel, vignerons, courtiers et négociants en vin et chansons, cabaretiers puis sommeliers et œnologues, de la production littéraire et journalistique vineuse ou vinique, comme des propos de table de la noblesse, Horry 1998, au désir des ostentation, autrement dit de milieux très hétérogènes et sans organisation particulière. En outre, une autre frange de codification de ce vocabulaire émane de la création des formations sommelières et des référentiels attachés à ces cycles formatifs. Durant notre expérience d'enseignant, nous avions rencontré une apprentie sommelière qui nous fit la confidence que, à chaque service, son chef sommelier allait voir des livres dans l'office du service pour argumenter sa commercialisation. Il paraît tout de même plus remarquable de profiter d'une argumentation personnelle, sincère et reflétant un ressenti expérientiel, que d'une récitation livresque, mais la volonté d'offrir une argumentation étayée ne peut être critiquée. Dans la dégustation, il est impossible de préciser l'élément clé d'une argumentation commerciale qui en fera une découverte pédagogique. De la note olfactive non prévue, au sourire sincère de l'amateur, de l'arôme de banane du Beaujolais nouveau 100 fois transmis, aujourd'hui devenu un argument fade, à la technique vinicole jamais dévoilée qu'on offre comme un cadeau, le point commun est peut-être la relation à l'autre. Car on ne nourrit bien de mots et de produits que ceux que l'on apprécie, pour l'intérêt qu'on leur porte et qu'ils nous portent. Grands viticulteurs, grands sommeliers, grands enseignants ou grands parents, tous adeptes de la transmission, ont donc leur secret du partage, plus ou moins volontairement intransmissible, chargé d'éventuelles erreurs, de lapsus et d'affectifs. L'interdiscours autour de ce produit permet une resignification des représentations des valeurs du vin. L'approche de la formalisation du bon vin est régie par les éléments que sont l'homme et le produit, l'objectif social, qu'il s'agisse d'une définition à long terme ou d'un objectif transitoire, l'environnement, le contexte et leurs frontières. Autrement dit,
le territoire commun entre l'homme et le vin est constitué par la structure expérientielle, car la procédure de dégustation, au-delà d'être un savoir-faire, est une expérience d'incorporation qui partage une part de l'identité. Bibliographie. Abal Ph, Coulomb P. 1938, Pourquoi un vin est-il bon? France Agricole 2014, 338 pages. Anonyme, Bulletin international du vin, volume 11, numéro 2, page 33. Barter, 1957, Mythologie, Seuil, page 98. Bellargy, 1998, Paroles de vignerons et vigneronnes d'Anjou et de Saumur, Cheminement, page 50. Bougnoudé, 2013, La communication par la bande, Introduction aux sciences de l'information et de la communication, La découverte, page 21. Bouteau Gigi Dir, 1997, Culture Nourriture, International de l'imaginaire numéro 7, Babel, page 51 à 59. Bouvier Monsieur 2009, Le vin c'est toute une histoire, Jean-Paul Rocher éditeur, 145 pages. Coutier Monsieur 2007, Dictionnaire de la langue du vin, CNRS édition, 476 pages. Delamare J., Delamare F., 1958, Dictionnaire illustré des termes de médecine Malouane. Deyen, 1797, Analyse des vins frelatés, In Journal de la Société des pharmaciens de Paris ou recueil d'observations de chimie et de pharmacie chez Bernard, page 194. Dorvaux F.L. Monsieur, 1844, L'Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique, page 120. Fray, 1793, Journal de la montagne, novembre 1793. Gauthier L., Laverie que dire, 2015 Unité et diversité dans le discours sur le vin en Europe, acte du colloque d'Innsbruck, Peter Lang, 220 pages. Gilbert D. Compensé, 1998 Les mots qui font vendre le plus et beaucoup mieux, Col. Les clés de la réussite, Egico, 216 pages. Goffman E. 1991 Les cadres de l'expérience, traduit de l'anglais par un Joseph avec Monsieur d'Artevel. Hauteville F. 2009 Comment inspirer le bon dans le marketing? In Le vin est-il bon? Université de la vigne et du vin, page 68. Ibekwe Sandroan F. 2012 La science de l'information, origine, théorie et paradigme, Lavoisier, page 115. Lenoir F. 2013 Du bonheur, un voyage philosophique, Fayard, page 91. Leroyer P. Gouffes R. 2009 En termes de vin, lexicographisation du guide no touristique en ligne, Une revue française de linguistique appliquée numéro 2 vol. 14, page 99 à 116. Maillard J2 Costao Smissa, 2007 Vin et politique, presse de Sciences Po, 384 pages. Marcellini A, Miliani Monsieur, 1999, lecture de Goffman, In Corps et Culture numéro 4, mise en ligne le 25 janvier 2005, consulté le 12 décembre 2014. URL http://corp7culture.revue.org/641. Olivier Ziès 2015, Le sommelier, un médiateur artisan du goût, Une politique de communication, 2015 numéro 5, dossier La fabrique du goût édition. Presse Univ de Grenoble, page 83. Olivier B 2007, Les sciences de la communication, théorie et acquis, Armand Collin, page 210. Orizéel, 1961 Le vin, Hachette, page 22. Oripé, 1998, Le discours gastronomique français des origines à nos jours, Gallimard, 203 pages. Pénoe, Blouingy 2013, Le goût du vin, le grand livre de la dégustation, 5e accent aigu D, Duno, première édition 1980, page 3. PJP 2013, La bouteille de vin, Histoire d'une révolution, Talandier, page 13. Poulain JP 2001 Manger aujourd'hui, Attitude, normes et pratiques Privat 246 pages. Proust Monsieur 1914, Du côté de chez Swann, à la recherche du temps perdu Grasset 537 pages. Rimbaud JC 2006, Les disparus du XXe siècle, édition du Temps 400 pages. Le vin en utopie. Christophe Bardyn, agrégé et docteur en philosophie, lycée Jean Moulin, Angers. Introduction. La vigne et le vin occupent une place importante dans les sociétés méditerranéennes depuis l'Antiquité, tant sur le plan économique que sur le plan social. C'est pourquoi les réflexions sur la cité idéale, depuis Platon,
ont accordé une attention particulière au rôle que devaient jouer cette production et sa consommation. Dans les lois, ouvrage qui s'efforce de constituer la cité la meilleure possible eu égard aux conditions effectives de possibilité dans le monde grec ancien, Platon traite le sujet des banquets et de l'ivresse dès les 2 premiers livres pour en tirer des leçons à la fois morales et politiques. Compte tenu de ce glorieux exemple, on pourrait s'attendre à ce que la littérature utopiste, qui voit le jour avec l'utopie de Thomas More, se penche elle aussi sur ce sujet, et propose au lecteur moderne une variation sur les bienfaits du vin, voire de l'ivresse, puisque telle était la thèse de l'Athénien. Or il n'en est rien. La vigne et le vin n'apparaissent quasiment pas dans ces ouvrages. Écartons d'emblée une explication tentante mais insuffisante. Thomas More et plus tard Francis Bacon sont des Anglais, dont le pays produit plus de bière que de vin. Peut-être la quasi-absence de vignes dans leurs utopies reflète-t-elle simplement un habitus social insulaire? Mais dans ce cas, pourquoi Tommaso Campanella, italien et napolitain, l'oublie-t-il lui aussi lorsqu'il compose sa Cité du Soleil? Nous voudrions montrer que les vraies raisons de cette absence, ou de ce silence, sont liées à la transformation de l'horizon politique, et plus précisément au passage de la cité ancienne à l'État moderne. L'utopie est en effet un laboratoire où prend forme l'État occidental moderne, et où se réorganise le rapport de l'homme au désir et à l'irrationnel. Le silence à peu près total sur l'ivresse dans ce contexte est extrêmement révélateur de l'évolution historique vers ce que Michel Foucault a appelé la gouvernementalité. Le traitement du vin et de l'ivresse nous permettra ainsi de tester le modèle théorique de Foucault, en dehors de ces terrains d'élection qu'ont été la politique pénale et psychiatrique et la morale sexuelle. 1. Le prototype. L'utopie de Thomas More, 1516, est la description en 2 livres d'un pays lointain pourvu de lois et de mœurs apparemment aussi parfaites que possible. Le récit est fait par un voyageur portugais, Raphaël Itlodé, très admiratif de cette contrée où il a passé plusieurs années. Dès le livre 1, les références explicites à Platon abondent. Le lecteur s'attend à un renvoi à la République, qui décrit la cité idéale, et il n'est pas déçu. Toutefois, cette indication pourrait nous mettre sur une fausse piste. La République de Platon est une cité en parole, et Socrate reconnaît volontiers qu'elle n'est pas réalisable. Le texte ne laisse planer aucun doute sur ce point. À l'inverse, More fait tout son possible pour présenter l'utopie comme une république bien réelle. Son stratagème a d'ailleurs réussi au-delà de ses espérances, puisque la tradition veut qu'un brave chanoine de la cathédrale Saint-Paul à Londres, Roland Phillips, ait été tellement impressionné par le récit qu'il est résolu de faire le voyage en utopie pour y établir une église chrétienne. Ce point est essentiel. L'utopie se donne pour un état crédible, réalisable et réalisé quelque part. Si nous rapportons cela aux œuvres de Platon, cela implique que le bon ouvrage de comparaison n'est pas la République, mais les lois, qui décrivent elles aussi une cité réaliste. Puisque More nous invite au rapprochement, nous pouvons commencer l'analyse. Alors que Platon commence son ouvrage par une discussion autour de l'utilité morale des banquets et de l'ivresse, More, après avoir décrit la géographie du pays, fait d'emblée l'apologie du travail. Tous les utopiens pratiquent l'agriculture. Tout le monde a un métier. Il n'y a pas d'oisif et personne ne demeure inactif, mais chacun s'adonne activement à son métier. Grâce à cette saine occupation, le pays est prospère et il n'y a ni pauvre ni riche. Comme la loi interdit l'usage de l'argent et déclare que tous les biens sont communs, chacun a constamment plus que le nécessaire. Les utopiens sont avant tout des utilitaristes. Leur grande hantise est l'oisiveté et son corollaire, le luxe. Ainsi, tout le monde travaille à des ouvrages utiles. L'or est tellement méprisé qu'on en fait des pots de chambre. Bien entendu, tout ce petit monde est heureux, puisque tous les besoins naturels sont satisfaits. Le législateur utopien a même prévu qu'on avait le droit de prendre du plaisir, à condition qu'il fût sain et naturel. Il n'est donc pas permis de dire que ce pays est triste, puisqu'on nous assure du contraire. En fait, l'utopie est un monde exclusivement sérieux. Ce terme revient à plusieurs reprises pour caractériser, élogieusement, la conduite de ses habitants. Le plaisir est considéré comme le bonheur, mais pas n'importe quel plaisir. Seuls les plaisirs modérés, naturels, simples, sont considérés comme licites. Le jeu, les tavernes, toutes les formes d'amusement qui passent la juste mesure, sont exclues et considérées comme de la débauche.
Lorsqu'ils ont du temps libre, les utopiens étudient. On comprend bien que dans ce contexte, l'ivresse n'a pas sa place. En fait, le vin est mentionné de manière purement anecdotique, comme une production parmi d'autres dans la description générale du pays. Ils boivent du vin de raisin, du cidre, du poiré et de l'eau, souvent pure, parfois aussi mêlée à une décoction de miel et de réglisse qu'ils ont en abondance. Et c'est tout. L'ivresse n'existe pas en utopie. Il est vrai que ce peuple est parfaitement éduqué, parfaitement vertueux, mais surtout, ce que veut dire mort, c'est qu'il n'a pas besoin de vin pour être heureux. Chez Platon, le vin favorise la communion entre les citoyens et une certaine forme d'harmonie sociale. Il fait parler et il fait danser. Tout cela est inutile en utopie, car ce pays communiste offre une symbiose parfaite entre ses membres qui rend parfaitement superflu tout adjuvant. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là, car il existe une raison encore plus profonde de bannir l'ivresse de l'utopie. C'est que la fureur bachique excite l'enthousiasme. Nous le savons bien depuis les bacchantes d'Euripide. Or Thomas More se méfie de l'effervescence spirituelle, qui cause des dissensions entre les hommes, surtout lorsqu'elle contamine les questions religieuses. Ceux du reste qui n'adhèrent pas à la religion chrétienne n'en détournent personne et ne gênent aucun de ceux qui la professent. Un de nos néophytes fut cependant puni en ma présence. Récemment baptisé, il prêchait le christianisme en public avec plus de zèle que de prudence. Il s'enflamma non seulement jusqu'à dire que notre religion est supérieure aux autres, mais à les condamner toutes sans distinction, à les traiter de mécréance et leurs fidèles d'impies et de sacrilèges promis au feu éternel. On le laissa longtemps déclamer sur ce ton, puis on l'arrêta, on l'emmena et on le condamna, non pour avoir outragé la religion, mais pour avoir excité une émeute dans leur peuple. More est un irénique, un partisan de la paix avant tout. Le maintien de la paix civile est plus important que le zèle religieux. L'enthousiasme est un danger à la fois politique et religieux, parce qu'il ne tient pas compte des limites habituelles de la vie commune. Il déstabilise la société et engendre un risque de guerre, que More semble considérer comme le mal absolu. 2. La Contreutopiie de Rabelais. Conformément à cela, ces utopiens fuient la guerre et emploient tous les moyens possibles, y compris les moins recommandables, pour l'éviter. Ils détestent la guerre au suprême degré, comme une chose absolument bestiale. Or le vin rend belliqueux, il excite le courage. Si l'on veut créer une société absolument pacifique, il faut supprimer tout excès de boisson, et verser du vin dans les verres avec la plus grande parcimonie. Quelqu'un a parfaitement compris cela. C'est le Rabelais de Pantagruel, 1532. On risque de négliger le fait que le pays du bon géant s'appelle Utopie. Le roman ayant été publié 15 ans après celui de More, la référence ne peut être fortuite. Il est bien connu que Pantagruel est le plus grand buveur que le monde ait connu. Cet aspect est tellement représentatif du personnage qu'il explique la célébrité de la gravure effectuée d'après Gustave Doré au XIXe siècle, avec son verre immense, voir illustration 1. Le royaume du géant est en fait une contre-utopie, la première historiquement parlant. Au lieu d'un récit réaliste, sérieux et ascétique, Rabelais nous offre une fiction comique et aussi intempérante que possible. Mais l'opposition ne s'arrête pas là, car Pantagruel est un chef de guerre qui n'hésite pas à aller au combat. Une partie importante du roman consiste dans la narration de la guerre des utopiens contre les dipsodes, c'est-à-dire littéralement les assoiffés, dont Pantagruel devient finalement roi. Les épisodes de beuverie sont presque innombrables dans cette œuvre, mais il est significatif d'entendre le bon géant recommander à ses sujets de boire avant d'aller au combat. L'ivresse donne du cœur au combat. Plus significatif encore est le débat entre Pantagruel et un grand clerc d'Angleterre, nommé Tomate, dans lequel on s'accorde généralement à voir une caricature de Thomas More. Le dit Tomate défie Pantagruel dans une joute philosophique dont l'originalité est de se dérouler sans parole, mais uniquement par geste. Or dès la nuit qui précède la confrontation, Tomate se sent assoiffé, ce qu'il traduit métaphoriquement en disant que Pantagruel le tient à la gorge. Pantagruel était en effet, dans les légendes populaires, un démon qui donnait soif aux braves gens. Toutefois, pour lutter contre la soif, l'Anglais demande de l'eau fraîche et non du vin. Erreur fatale qui le conduit à la défaite. Pantagruel, de son côté, boit des chopines toute la nuit. Excellente préparation au combat.
Le jour 10, c'est Panurge, lui aussi très grand buveur, qui se présente comme champion de son maître et qui fait Quinault l'anglais. Le débat achevé, et Tomate ayant reconnu sa défaite, Pantagruel l'invite évidemment à dîner et surtout à boire, mais cette fois c'est du vin. La contre-utopie de Rabelais est donc manifestement une récusation des tendances ascétiques et répressives, que nous pouvons qualifier aussi bien de puritaines chez More. L'enjeu est la conception que nous nous faisons de la vie politique. Comme le rappelle Michel Foucault, une grande quantité d'utopies politiques sont précisément des rêves de l'exercice d'un pouvoir politique qui aurait la forme ou en tout cas, se prolongerait jusqu'à la direction réelle et effective des individus. Il s'agit de rendre impossible tout débordement irrationnel de la part des citoyens. L'ordre règne en utopie, sans la moindre altération. 1. Le repas de Pantagruel. Gravure de Paul Jonarpac d'après Gustave Doré. Bibliothèque nationale, Paris. Il est important de noter que, d'un point de vue historique, le début du XVIe siècle correspond précisément à l'instauration d'une attitude répressive contre l'ivresse, particulièrement en France. C'est le temps de l'essor des discours répressifs, dit l'historien Mathieu Lecoutre. En 1536, François Ier publie un édit qui criminalise l'ivresse et qui constitue la première et unique condamnation connue de l'époque moderne. Rabelais écrit donc dans le contexte d'une montée en puissance du contrôle de la population par le pouvoir politique. Ce qui n'était considéré traditionnellement que comme un péché, devient un crime. La justification rabelaisienne de l'ivresse n'est donc pas un gadget mais une option majeure ouvrant des possibilités à l'individu. Légère et christianisée, la consommation de vin doit permettre à tous les gens bien ivres d'être enthousiasmés, c'est-à-dire transportés vers Dieu pour découvrir les vérités cachées aux autres humains. L'enthousiasme est exactement ce que More veut éviter aux utopiens. Cette modification du statut de l'ivresse témoigne d'une inflexion idéologique majeure dans le sens d'une absolutisation du pouvoir politique. La règle s'applique uniformément, il n'y a pas d'exception notable et surtout, il ne doit pas y avoir de débordement, de glissement incontrôlable. 3. Les îles vertueuses. La protestation de Rabelais n'a pourtant pas suffi à tarir la veine utopiste. Celle-ci trouve un nouvel élan, à la fin du même siècle, dans la Nouvelle Atlantide du chancelier Bacon. À nouveau, le récit se présente comme un compte-rendu de voyage, cette fois dans l'océan Pacifique, où des marins anglais abordent une île merveilleuse. Là-bas, tout est ordonné et paisible, pas de guerre, jamais de mouvement inconvenant de la part des habitants. Comme dans l'utopie de More, le vin apparaît comme une denrée alimentaire parmi d'autres, sans statut particulier. 3 sortes de boissons, toutes bonnes et saines, du vin, une boisson faite à base de quelques grains semblable à notre bière mais plus claire, et une espèce de cidre fait avec un fruit du pays, boisson merveilleuse, agréable et rafraîchissante. La plus excellente boisson de ce pays est bien entendu une eau, absolument pure, qu'ils appellent l'eau de paradis, car le traitement que nous, les citoyens de l'île, lui faisons subir la rend souverainement bénéfique pour la santé et la prolongation de la vie. Mais le passage le plus étonnant de la Nouvelle Atlantide est certainement la description de la fête de la famille, qui constitue une inversion pure et simple des bacchanales antiques. Le père de famille, à Ben Salem, est appelé le Tirsan, allusion transparente au Tirse dionysiaque. Ce père choisit l'un de ses fils qui s'appellera désormais le fils de la vigne. Ces indications nous font croire que nous nous rapprochons d'une cérémonie à caractère bachique. Or, c'est exactement le contraire qui apparaît. À aucun moment de la fête on ne boit de vin, et la seule grappe de raisin qui soit amenée en public est en or, accentuant le caractère symbolique de l'ensemble. Le nombre des grains correspond aux descendants de la famille. Le banquet qui clôture la cérémonie ne ressemble pas vraiment à des agapes dionysiaques. Ils sont servis de façon parfaitement ordonnée et bienséante. Vers la fin du dîner qui, chez eux, même lors des plus grandes fêtes, ne dure jamais plus d'1h30, on chante un hymne. Voilà encore comme chez More, une joie bien contrôlée. Les habitants sont d'une pureté de mœurs absolument parfaite, qui exclut évidemment la moindre inconvenance ou le moindre excès. Il n'est pas, voyez-vous, sous la voûte céleste, une autre nation aussi chaste que celle de Ben Salem, le nom de la Nouvelle Atlantide dans leur langue, ni exempte comme elle de toute impureté ou souillure. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.